commencer, je voudrais juste lui dire merci parce qu'aujourd'hui également, en venant, elle m'a demandé si je devais y être. Effectivement, j'ai dit parce que la semaine passée, je n'y étais pas compte tenu de certains imprévus. Donc merci à toi, belle dame, et puis il faut être scotché pour nous suivre. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Magna Libéré. Le Magna Libéré, le Messager, excusez-moi, le Messager, qui est dans les kiosques tous les mercredis, c'est ça? Tous les mercredis. Puis n'oubliez pas, je suis administrateur aussi du site d'information, le messageractu.com. Voilà, Abbas Issaka, c'est le voyage sur Padimé qui a fait que vous êtes en retard aujourd'hui. Oui, effectivement. Parce que pour une première fois, Chaboré vient avec vous, avant vous. Et c'est aujourd'hui le 1er octobre. Hein. Ça veut dire que pour tout le mois d'octobre, là, c'est réglé. C'est réglé pour lui. Ouais, alors, Abbas, comment vous allez? Et la rédaction du Magna Libéré. On rend grâce, on rend grâce. Je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Chaboré n'a pas oublié de saluer les téléspectatrices. Et là, il a salué sa téléspectatrice. Vraiment, je salue tout le monde au bout des ondes qui nous suivent actuellement. Vous ne faites pas de différence entre les choses, vous saluez toutes les téléspectatrices. Oui, je le connais. Ah bah, ça fait un but à dire aujourd'hui. Connaissant Abbas, c'est vraiment suspect. Nous commençons avec la sensibilisation sur le coronavirus. La COVID-19 a provoqué des perturbations dans beaucoup de secteurs d'activité, que ce soit ici au Togo ou dans le monde. Et la dernière fois, lors de la rencontre hebdomadaire, le colonel Djibril a parlé du retour progressif des activités et que c'est pour bientôt. Mais nous savons que beaucoup de secteurs d'activité ont pris le coup. Il y a d'abord l'éducation, il y a les lieux de culte, les bars également, et puis les activités sportives également, tout ça là. Dites-moi, on parle de l'éducation. La rentrée, c'est dans quelques jours. C'est en ce mois d'octobre. Dites-moi, Chaboura, est-ce que vous, en tant qu'analyste, vous pensez que toutes les dispositions sont prises pour qu'il y ait rentrée et que le nombre de contaminations ne gonfle? Justement, merci Anita. Je pense que d'abord en tant que parents d'élèves, nous avons également des inquiétudes par rapport à cette rentrée. Je ne suis pas le seul. Lorsque vous interrogez les gens, vous sentez que les gens ont des inquiétudes, surtout les parents d'élèves, puisqu'ils suivent ce qui se passe ailleurs. Vous vous rappelez qu'en France, dès la rentrée, il y a certaines écoles, certains établissements qui étaient obligés de refermer parce qu'il y avait eu certaines contaminations qui avaient été détectées. Donc, même ici, on a vu, quand certains devaient commencer les cours à cause des examens, nous avons vu ce qui s'est passé. Il y a eu certaines contaminations. Donc, je pense qu'il faut toujours savoir raison garder de dire que tout est parfait. Tout n'est pas parfait. Et sans cela, je pense que les autorités de l'éducation sont en pleine préparation en ce moment pour pouvoir mettre les enseignants et les élèves dans de bonnes conditions. Nous pensons que ce qui est en train d'être fait en ce moment va être efficace pour que les élèves, pour que la rentrée scolaire puisse effectivement être efficace et puisse pouvoir prendre en compte cette histoire de corona. Nous savons qu'il y a les syndicats d'enseignants qui alertent déjà par rapport à cette situation, qui demandent à ce qu'un certain nombre de dispositions soient mises en place pour que cette rentrée puisse être sereine, pour que les élèves et les enseignants puissent pouvoir être à l'abri par rapport à la pandémie, et les autorités travaillent dans ce sens. Mais toujours est-il que nous avons des inquiétudes par rapport à ce qui se passe, comment cela doit être fait. Vous savez, la pléthore d'élèves qu'on a dans nos salles, surtout dans les établissements, mais également, c'est vrai que le ministre a dit qu'il y a des dispositions qui vont être prises. Le ministre a demandé à ce que les élèves puissent pouvoir porter des masques, c'est-à-dire que le port de masque doit être obligatoire. Mais il y a également une inquiétude que certains ne voient pas. Vous savez, dans certaines écoles privées, les structures ne sont pas adéquates, il faut le dire. Il y a certaines salles de classe qui n'ont pas de costras, certaines salles de classe qui n'ont même pas de fenêtres, il n'y a pas la ventilation, il n'y a pas l'aération. Et vous imaginez les élèves
avec les masques dans ces salles de classe, ils vont être étouffés. Les conséquences qui vont advenir. Il y a des salles de classe qui sont moi, je pense que les autorités devraient se pencher également sur ce problème, voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et interpeller surtout les établissements privés qui n'ont pas des structures adéquates pour pouvoir accueillir les élèves. Ce que je dis, lorsque vous circulez à Lomé et dans l'intérieur du pays, vous allez constater que certains établissements privés n'ont pas les structures adéquates. On le disait auparavant, bien avant même que la maladie n'arrive. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour que les autorités de l'éducation puissent prendre le problème à bras le corps et à procéder à des vérifications, parce qu'on ne peut pas dire que les élèves vont porter des masques et au même moment que les salles de classe n'ont pas de constat, n'ont pas d'aération. Ça, c'est un cri que je lance aujourd'hui. Ce point, j'ai comme l'impression que les autorités ne le voient, ne voient pas ce point venir. Et moi, je pense qu'ils doivent prendre cette situation surtout pour les élèves asthmatiques. C'est important. Et à Lomé, il y a plein d'établissements privés qui sont dans cette situation. Même les établissements publics, vous allez dans un coin, j'étais à Zanguera il n'y a pas longtemps, c'était en clair, les salles de classe en clair et autres là, et nous avons parlé tout à l'heure des établissements scolaires. Abbas, nous allons parler des lieux de culte. Si demain le communiqué sort que tous les lieux de culte sont ouverts, est-ce que vous pensez que toutes les églises vont respecter les mesures barrières? Il y a des églises qui n'ont qu'un seul bâtiment et autres, là, ils n'ont plus d'autres branches. À Lomé, par exemple, comment vous voyez cette situation à l'avenir? Non, le problème ne va pas se poser parce que je crois que l'ouverture partielle des églises est un coup d'essai. Du moment où ces lieux de culte, les gens respectent et que depuis que ces lieux de culte ont été ouverts, malgré les agglutinations dans une seule église, on n'a pas encore détecté. On ne nous a pas dit que... Non, c'est parce qu'on a numéroté autre là. Et ce n'est pas toutes les églises. Oui, vous arrivez dans les églises. Bientôt les églises charismatiques vont ouvrir. Là, il faut aussi les faire respecter parce que c'est là qu'il y a plus de problèmes. On peut ouvrir ces églises, ces lieux du culte, mais les prières qu'ils font dans les lieux là doivent être interdites pour le moment. On ne peut pas ouvrir les églises en même temps et demander, ils appellent ça prière dans les nuits, qui se retrouvent pour danser. Mais il faut, comme on l'a fait pour l'ouverture partielle, qu'on puisse faire respecter toutes ces mesures-là. Et je crois que ça revient aux pasteurs, aux cultes, d'aider l'État à mieux entretenir leur situation. Parce que quand on dit qu'on veut vous protéger, ce n'est pas pour l'État, c'est pour notre santé. Donc si c'est pour notre santé et qu'on ouvre et que vous faites de n'importe quoi, vous croyez que parce qu'on a ouvert, vous pouvez vous permettre de n'importe quoi, c'est que ça fait votre problème. Donc, les gens ont l'habitude de dire Jésus a tout vaincu et autres là sur la croix, donc la maladie. Et la maladie est en train de tuer les gens dans le monde entier, à Rome même, les gens meurent. En Israël. En Israël, pourquoi et puis c'est en Israël où ça commence par augmenter. Pourquoi on n'a pas pu stopper ça? Donc il faudrait que nous enlevons ça de nos mentalités. La maladie, c'est pour tout le monde. La maladie n'est pas une invention togolaise. C'est le monde entier qui est frappé par cette maladie. Donc, lorsque on va s'acheminer vers l'ouverture de tous ces lieux de culte, les gens n'ont qu'à prendre les responsabilités. Donc, certains disent que c'est parce qu'on a ouvert partiellement certains lieux de culte que ces lieux-là sont bondés de personnes. Mais si on ouvre maintenant que ça va être décanté dans certains moments, il faudrait faire respecter aussi ces mesures barrières dans les lieux de culte qu'on a ouvert jusqu'à ce qu'on retrouve le vaccin dont on est en train de parler. Sinon, actuellement, si les gens se hasardent à faire du n'importe quoi, je pense que la maladie va flamber. On n'a même pas les moyens pour faire les tests ici au Togo. Les moyens sont très limités et que le nombre de personnes qu'on teste, c'est trop peu. Ça n'atteint même pas 1000 par jour. C'est 500, 600, 700 comme ça. Donc, si aujourd'hui, l'État trouve les moyens de tester tout le monde et faire de telle sorte que les églises, les lieux de culte soient ouverts
ça va avantager. Vous voyez, quand on envers même ces lieux de culte, quand vous allez même dans les mosquées, ce n'est pas respecté. La distanciation sociale et physique n'est pas respectée. C'est toujours, les gens ne veulent pas s'écarter. Alors que quand vous voyez à la Mecque en Arabie Saoudite, lorsque vous voyez les gens, chacun vient avec son tapis et puis c'est mesuré. C'est-à-dire on a limité. Mais ici, je ne pense pas que ce soit ainsi. Moi, je pense qu'il y a un fait que nous devons tout de même relever, le fait que depuis qu'on a fait cette expérience des lieux de culte, on a remarqué que la pandémie n'est pas survenue dans ce qui a été fait comme expérience. C'est la remarque qui mais il faut dire le que Cela la plupart dire, des églises charismatiques n'étaient justement, pas ouvertes. j'en viens. Cela ne voudrait pas dire que lorsqu'aujourd'hui on va prendre la décision de rouvrir ces lieux, les gens vont continuer par respecter scrupuleusement ce qui a été fait et qu'on a apprécié. Cela ne voudrait pas dire ça, parce que comme vous le dites tout à l'heure, les églises charismatiques, c'est là-bas qu'il y a problème. C'est là-bas qu'il y a problème parce que vous voyez comment est-ce que ces gens prient. Ce n'est pas une manière de les stigmatiser, mais nous savons comment est-ce qu'ils prient, nous savons comment est-ce qu'ils se prennent lors de leur prière et les heures. Et nous ne sommes pas certains que lorsqu'on va dire qu'on va rouvrir complètement ces lieux de culte, les gens vont continuer par respecter. Je viens également à nos amis, à nos frères musulmans également, qui ne respectent pratiquement pas. Dans certains lieux, lorsque vous allez dans certaines mosquées, les gens ne respectent pas la distanciation. Une remarque pertinente faite par le confrère, quand vous suivez, vous voyez à la Mecque comment les gens prient, mais ça vous attire. Tout le monde vient avec son tapis et la distanciation est respectée. Ça veut dire que les gens ont pris conscience. Moi, je pense, et je le dirai chaque fois, au Togo, je pense qu'il nous manque cette prise de conscience. Les gens ne veulent pas se responsabiliser. Les gens continuent par faire fi de tout ce qu'on leur dit par rapport à cette maladie. Et on se pose la question de savoir pourquoi nous pouvons nous comporter ainsi. Voilà pourquoi, à un moment donné, moi, j'apprécie le ton qu'avancent les éléments de la FOSAP par rapport à cette situation. Parce qu'il faut dire, quand vous êtes en face de certaines personnes, dans certains milieux, mais vous allez imaginer que on est dans une situation normale. Les gens ne veulent même pas vous écouter. Vous leur parlez de la pandémie, les gens tentent même de vous dénigrer, de vous insulter. Vous comprenez? Moi, je pense que c'est là le problème se trouve. Il faut une prise de conscience. On ne va jamais cesser de le dire. Au Togo, nous manquons cette vertu-là. Nous ne voulons pas prendre conscience d'une situation et à chaque fois lorsque il y a un problème, on a tendance à politiser tout, on a tendance à minimiser tout et les conséquences sont là. La pandémie aujourd'hui, elle prend de l'ampleur. Ça, il faut le dire. C'est parce que nous n'avons pas les moyens de faire les tests. Sinon, aujourd'hui, il y a plus de malades qu'on nous le dise. La cellule qui fait chaque fois le point, chaque semaine, je pense que si le pays avait des moyens pour pouvoir faire les tests, on aurait pu détecter plus de nombre de cas positifs. Parce que n'oubliez pas, on le dit chaque fois, il y a les asymptomatiques qui sont là. Mais nous avons une opportunité que les gens ne veulent pas, les gens ne veulent pas voir. Nous sommes que 7 à 8 millions d'âmes. Ça veut dire que c'est un avantage pour nous. Si vraiment nous acceptions respecter les mesures barrières, je pense qu'on pouvait contenir la maladie et limiter sa propagation. On n'est pas nombreux. C'est ceux-là, dans les pays où les gens sont nombreux, la superficie, l'État n'arrive pas à contenir que il y a très peu. On est très peu. Ça, c'est déjà un atout. Il va falloir que les Togolais prennent conscience. Voilà, parlant de moyens, Abbas, bientôt les championnats vont reprendre. Je veux parler du côté sportif, mais vous avez vu un peu en Europe, quand les championnats ont repris, on annonçait des cas des sportifs testés positifs. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons les moyens pour prendre en charge ces personnes-là, d'abord leur faire le test régulièrement pour savoir que bien ils sont en contact entre eux et qu'on peut les prendre en charge en même temps? Oui, bon, effectivement, en Europe, surtout en France,
en Allemagne, avant le démarrage des championnats, on a procédé au test des joueurs, de tous les acteurs sportifs qui vont être sur le terrain. Donc, et en Allemagne, on a découvert que certains sont contaminés parce que si on ne le fait pas et que les gens vont sur le stade, commencer par jouer et vous voyez comment les gens s'entremêlent avec même les gens s'embrassent lorsqu'ils marquent des buts, on ne saura rien faire. Mais au Togo aussi, j'espère que la fédération fera tout pour procéder au test des joueurs. Puisqu'il y a 14 ou bien 15 clubs qui vont démarrer, 16 qui vont démarrer le championnat sur toute l'étendue du territoire national. Et or, vous voyez que quand vous allez à l'intérieur, rien n'est respecté. C'est tout comme la maladie s'arrête seulement à Lomé. Quand vous allez à l'intérieur, comment faire maintenant? Prendre le corps de Samassi, les joueurs, les tester avant qu'ils ne rentrent sur le terrain. Comment prendre le corps de Comido, les tester et rentrer sur le terrain. Parce que ce sont les tests là qu'on a fait en France et on a découvert que les Neymar, Mbappé et tout ça là avaient été testés positifs et on les a casés quelque part, ils étaient 6 comme ça. Ils ont été mis en quarantaine pendant 2 semaines, 14 jours, avant de reprendre le jeu. Donc aujourd'hui au Togo, tel qu'on l'annonce, tel que le coordonnateur l'a annoncé que bientôt la reprise de toutes les activités sera faite, j'espère qu'on va mettre à contribution cette coordination. La fédération va faire tout pour approcher la coordination pour qu'on trouve aussi les moyens de tester les joueurs de Lomé jusqu'à Dapon avant de démarrer et de commencer le championnat. Sinon, il y a un risque, puisque moi j'ai vu à l'intérieur que rien n'est respecté. Rien que la semaine dernière, nous étions en train d'échanger quand vous m'avez dit que ici, apparemment, les gens ne savent pas qu'il y a la maladie. Ils ne savent même pas qu'il y a la maladie. Là-bas, quand on nous trouvait bizarre que nous portions des masques quand nous sommes arrivés. Donc, il y a les jeunes qui s'attroupent, il y a des jeunes qui jouent quand ils arrivent au lycée de Koji. Les jeunes sont là en train de jouer. Bon, il n'y a même pas de distanciation sociale. Dans presque toutes les activités, quand vous allez même à la station, là où on appelle Badjadji aussi, il n'y a également rien. Est-ce qu'on note la présence de la force spéciale moi, je n'ai pas vu la FOSAP. Pendant les quelques jours que vous avez eu à passer là-bas? Je n'ai pas vu parce que FOSAP, c'est avec leur brassard ici. Et je n'ai pas retrouvé les soldats. Je ne sais pas si c'est parce que à ce niveau, le nombre de forces de sécurité ou les forces de l'ordre est très limité, que ça se passe. Sinon, il n'y a pas une visibilité des forces anti-pandémie là-bas, comme ça se voit un peu partout dans les carrefours à Lomé ici. Voilà, Tchaboré, un mot avant qu'on aborde autre sujet dans cette émission. Non, moi je pense que, et par rapport à ce que le confrère vient de dire, s'agissant de la FOSAP, il faut dire que je crois que c'est 5000 hommes. 5000 c'est trop peu pour pouvoir contenir tout le pays. Et je l'ai dit, la FOSAP, certes, est là pour pouvoir nous rappeler à l'ordre, mais il va falloir que nous-mêmes nous prenions conscience de la situation. Il ne sert à rien que la FOSAP vienne vous dire que tant et après les mots de la FOSAP, ou bien le passage des éléments de la FOSAP, que les gens reprennent les activités habituelles comme si de rien n'était. Je pense, et je le dirais, il faut qu'on insiste. Il y a la sensibilisation qui est faite, mais il va falloir qu'on accentue encore la sensibilisation. La remarque faite par le confrère Abassi Saka au niveau de l'intérieur du pays, elle est pertinente. Les gens apparemment ne sont pas très informés, apparemment ne sont pas très sensibilisés par rapport à la pandémie. Il va falloir qu'on accentue la sensibilisation. Je l'ai dit ici, et vous vous rappelez que j'en appelais à l'État de pouvoir nous donner les moyens au niveau des médias pour qu'on puisse quand même circuler, faire des projets, prendre des initiatives, circuler à l'intérieur du pays. Nous venons de plusieurs obédiences, nous venons de plusieurs localités, avec le parler de différentes localités. Si nous pouvons nous organiser, ne serait-ce que faire des tours dans plusieurs localités, et pourquoi pas faire des émissions en langue locale
pour que les gens puissent comprendre. Ça pouvait aider, ça pourrait contribuer à sensibiliser la population et à ce que cette population puisse prendre conscience. Lorsque vous allez dans certains contrées, franchement, ça laisse à désirer. Ce n'est pas bien. Les gens continuent et la plupart du temps, le colonel Djibril l'a dit l'autre fois, aujourd'hui, la maladie, elle est communautaire. Et quand on dit que la maladie, elle est communautaire, vous imaginez la manière dont nous vivons, la manière dont elle peut se transmettre. Je pense qu'il y a le pire qui est devant nous. On n'a encore rien fait. Et moi, je pense qu'il faudrait quand même le temps revoir un tout petit peu la communication, comme je l'ai dit, prendre des gens. Il y a un travail qui se fait. Il ne faut pas nier ça. Il y a un travail qui se fait avec l'État, à travers le pays, par rapport à la sensibilisation. Moi, je pense que si on pouvait quand même... les personnes ressources, les personnes qui passent qui dans passent. Ça, c'est un différentes travail émissions. qui est noble. L'État continue par le faire. Mais moi, je pense que si on pouvait nous associer, nous, les hommes de médias, et voir qu'est-ce qu'on peut faire, ne serait-ce que dans les langues vernaculaires, pour qu'on puisse circuler le pays, pour pouvoir faire des émissions comme nous sommes en train de le faire, dans nos langues, et attirer l'attention des populations, je pense que cela contribuerait. Parce qu'il faut dire que les spots qui sont diffusés, c'est souvent en cabier, TV et français. Justement, nous comptons plus de 40 langues dans le pays. Il va falloir que l'État revoie ses stratégies. Franchement, si on peut prendre cette doléance en compte et voir ce qu'il y a lieu de faire. Parce que nous sommes des journalistes et à travers les compétences que nous avons, on peut quand même utiliser ces compétences pour pouvoir mettre ça à la disposition de la communication sur cette pandémie dans nos langues, pour que nos parents, nos frères puissent saisir de la gravité de la situation et changer de comportement. Merci à vous, Tchaboré Bouraima. Nous poursuivons cette émission avec la une des journaux. Nous commençons par le Magnan libéré. Le sujet fait la une de tous les journaux. Abbas, les femmes désormais aux commandes, bouleversement au sommet de l'État, l'exécutif et le législatif entre les mains de deux grandes battantes et trois puissantes dames encadrent Fort Gnassingbé. Effectivement, le constat est là et le fait est là clairement. Comme on le sait, le chef de l'État semble avoir mis en exécution son projet. Et qui est genre lors de la campagne. Lors de la campagne, même, avant même la campagne, il avait instauré un système pour les candidatures. Lorsqu'il a plus souhaité que les candidatures féminines soient plus nombreuses. Et vous avez vu que pendant les législatives, les femmes qui étaient candidates aux législatives payaient moins de caution, avaient payé moins de caution que les hommes, c'est-à-dire la moitié de ce que les hommes ont payé. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le chef de l'État veut s'affirmer par rapport à son projet. Et vous avez vu, ce n'est pas un hasard finalement que le législatif qui était tenu par une dame, et aujourd'hui on vient voir encore l'exécutif, la primature, encore dans les mains d'une femme. Et pour couronner le tout, il a nommé secrétaire à la présidence de la République, une dame encore. Donc c'est à saluer. Vous avez vu que même la nomination de cette dame à la primature. Pourquoi les qualifier de puissantes, trois puissantes dames? C'est les femmes battantes, parce que ce n'est pas n'importe qui qu'on met là-bas. Donc c'est des femmes qui se battent. On a vu leur parcours politique quand vous le voyez, c'est que surtout la première, bien le Premier ministre, on a vu son parcours politique. Elle a fait 12 ans au gouvernement. Elle a été amenée par Fleur Foussou-Mbo et sous lui, elle a suivi des échelons et elle était au contact même de la population. Et son ministère a permis développement à la base. À la base, et puis de la jeunesse et autres là. Il y a eu son projet avec le FNFI. Le FNFI, tous les projets qu'elle a pilotés là, ça lui permettait, ça a permis de voir la réalité du terrain. Donc c'est une dame. Et ces dames-là, j'espère qu'elles vont amener ce que les gens attendaient. Parce que quand le pouvoir entre les mains d'une femme, je pense que c'est
la sécurité au sein de la famille. C'est comme ta maman. Elles vont réussir là où les hommes ont peut-être échoué. Peut-être parce que quand tu es avec ta maman, tu es choyé, c'est-à-dire que tu n'as pas de problème qu'avec le père. L'enfant n'a pas de problème avec la maman, parce que la maman sait comment gérer la famille. La maman sait comment gérer la maison. Et on dit souvent que la femme, c'est elle-même la propriétaire de la maison. Donc aujourd'hui, avec ces femmes qui entourent Fort Gnassingbé, j'espère que elles vont faire tout pour que le rassemblement de l'union et la paix entre les fils du pays puisse venir, parce qu'ils savent comment parler, elles vont savoir comment aborder des problèmes de façon un peu calme et clairvoyante. Elles vont savoir sortir au moins le pays de cette difficulté que nous sommes en train de vivre. Tchaboré, la politique de l'équité genre se poursuit. Oui, moi je pense que c'est une autre phase de l'histoire du pays qui est en train de s'écrire en ce moment, et c'est sous Fort Gnassingbé, il faut le dire, il faut mettre ça à son actif, avec la participation active des femmes dans l'appareil politique de notre pays. On sent que le chef de l'État a voulu quand même mettre l'accent sur cette participation, et voilà, c'est pourquoi il a fait ces nominations, c'est pourquoi il a fait ses choix. Moi, aujourd'hui, vous aurez pu remarquer que ce choix a suscité les réactions au plan international. L'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, qui a tweeté, et l'institution, la plus grande institution internationale, je vais parler des Nations Unies, l'ONU, le patron de l'ONU, qui a apprécié la démarche du chef de l'État aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut dire merci à Fort Gnassingbé pour cette vision qu'elle a entreprise par rapport à nos mamans, par rapport à nos sœurs. Cela va contribuer effectivement à donner, ne serait-ce qu'un tonus à toutes ces filles-là qui sont... Alors, ici, certaines personnes estiment que le pouvoir passe aux mains des femmes et de la jeunesse. Oui, c'est tout à fait normal. Lorsque vous voyez, lorsque vous analysez, les gens ne perçoivent pas en ce moment ce que le chef de l'État, ce que le chef de l'État est en train de faire. Je pense qu'il est, c'est ce que j'ai dit, il est en train d'écrire une autre phase de l'histoire de notre pays. Vous avez vu, il est en train de mettre une stratégie en place qui va consister à mettre, c'est-à-dire à changer de cap. La jeunesse est en train de prendre place, il faut le dire. Les gens n'ont pas peut-être fait cette remarque. C'est vrai qu'on dit souvent que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, mais vous aurez pu remarquer que depuis un certain temps, il y a des critiques qui fusent par rapport à la gestion d'un certain nombre de structures, par rapport au fait que le chef de l'État ne met pas la jeunesse au devant de sa politique. C'est vrai qu'il l'a fait, mais ce n'est pas encore ce que les gens attendent. Aujourd'hui, lorsque vous faites la remarque et vous voyez peu à peu, il est en train d'installer cette politique de la jeunesse, aussi bien pour les femmes que pour la jeunesse. Moi, ce qui m'a un peu choqué par rapport à ce qui se passe, par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire, c'est la réaction de certains qui pensent que les gens en font de trop par rapport à ces nominations de femmes. Moi, je pense que ce n'est pas de trop, c'est un fait inédit. D'abord, c'est pour la première fois que le Togo a un premier ministre femme. C'est un fait inédit. Et un fait inédit, il faudrait qu'on en parle. Ce sont des faits. Et des faits, en tant que journaliste, lorsqu'il y a un fait, on doit parler uniquement que des faits. On doit les relater. Je vois mal certains, et encore de surcroît, certains sont juste des journalistes, des journalistes comme quand nous, vous les qui se mettent à critiquer le fait qu'on puisse en parler. Le fait que le chef de l'État a eu à nommer les femmes, a eu à promouvoir ces femmes, et le fait que les confrères puissent en parler. Pourquoi ne pas en parler? Ça, c'est un fait inédit et qu'on doit en parler. Moi, je pense que c'est de la jalousie. Il faudrait qu'on sorte de... Non, sincèrement, il faudrait qu'on sorte de cette carte, il faudrait qu'on sorte de cette logique à toujours vouloir peindre en noir tout ce qui est fait. Ce n'est pas normal, c'est un fait aujourd'hui. Il faut le dire. Il faut remarquer que le chef de l'État a proposé. Et même ce que vous ne savez pas, il y a certains qui ne sont pas forcément
du parti de Faure Gnassingbé, mais qui ont apprécié une telle démarche. Ça veut dire que c'est une bonne chose. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas. Lorsqu'il y a à critiquer, on critique, mais lorsqu'on pose un acte qui va dans le sens de l'amélioration de la situation, il faut oublier l'aspect politique et savoir apprécier. C'est un peu dommage qu'on soit là toujours à vouloir critiquer. Moi, je ne sais pas si les gens veulent se faire voir ou bien pourquoi il lui dit la nomination, la promotion de ces femmes, avec ce que le chef de l'État montre, je pense que c'est un fait inédit. Et moi, je dis que c'est bien que la presse puisse en parler. Alors, Abbas, aujourd'hui, le pays est dirigé par les jeunes. Si vous prenez un peu le chef de l'État, vous prenez la présidente de l'Assemblée nationale aujourd'hui, le Premier ministre, et certaines personnes n'apprécient pas. C'est comme si on confie tout à la jeunesse. Oui, c'est normal. Nous sommes en démocratie. Tout le monde n'a pas la même vision des faits. Lorsque les gens même qualifient cette situation de non-événement, je pense qu'un journaliste, lorsqu'il y a un événement, c'est-à-dire qu'on est différent de ce qu'on vivait, c'est un événement, on doit en parler. C'est un fait. C'est un fait, c'est un événement. C'est-à-dire, c'est l'événement, c'est nommer la dame à la tête de la primature. Aujourd'hui, le pouvoir, comme tu es en train de le dire, la gestion des affaires de l'État est en train de passer entre les mains de la jeunesse et des femmes. Ça, c'est des événements que nous allons vivre. Nous allons attendre ce que le gouvernement va nous donner. Vous allez voir que au moins la jeunesse va faire son entrée. Les femmes aussi, des femmes vont aussi faire leur entrée dans ce gouvernement pour que le pays puisse avancer. Donc, quel que soit ce que l'on fait, il y aura toujours à critiquer. Moi, je ne me plains pas, ou bien je ne plains pas ceux-là qui disent ça, ils n'ont qu'à dire. C'est leur façon de voir les choses. Ceux qui savent que c'est bon, qu'ils souffrent au moins qu'on en parle. Non, moi j'aurais peut-être qu'ils souffrent qu'on en parle. C'est un événement. Moi j'aurais peut-être aimé que ce soit un politique. Qui n'est pas peut-être dans la ligne de Faure Gnassingbé qui puisse le dire, et que ce soit un journaliste, ils ont dit que c'est un non-événement, donc c'est leur façon de voir les choses. C'est un peu dommage. C'est leur façon de voir les choses. De toutes les façons, pour nous et pour l'histoire du pays, c'est un événement, c'est une première fois qu'une femme est nommée. Une femme Premier ministre, les gens en ont parlé là-bas. Les gens en ont parlé au Gabon, c'est la dernière fois quand la femme a été nommée Premier ministre, toutes les radios internationales ont repris ça, que c'est normal, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, si on voit ça au Togo, qui s'attendait à ce que les gens souffrent, qu'on parle en bien du Togo aussi sur le plan international. C'est bien dommage. Depuis hier, c'est un peu dommage quand vous lisez certains articles d'analyse. Nous restons toujours à la primature Tchaboré. Vous avez parlé de la cérémonie de passation de service entre Selom Klassou et Victoire Tomega Dogbe. Dites-nous aujourd'hui, que peut-on retenir du passage de Selom Klassou? Non, il faut le dire, Selom Klassou, lorsque vous prenez, je crois que il a déjà fait 5 ans à la primature, et lorsque vous prenez au cours de ces 5 années, vous aurez compris que Selom Klassou a pu peut-être permettre, ou bien c'est grâce à sa présence qu'on a eu à organiser un certain nombre de faits politiques dans notre pays. Je vais parler des élections, qu'elles soient législatives, qu'elles soient locales, il y a eu, donc c'est sous sa gouvernance au niveau en tant que chef de gouvernement qu'on a eu à organiser des élections. Et ça s'est bien passé, effectivement. On a organisé également la présidentielle en 2020 avec Selom Klassou. Et ça s'est bien passé. Il y a également certaines décisions qui ont été prises, que ce soit sur le plan économique, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises et ça a permis quand même à l'État togolais de s'affirmer. Il y a des chiffres qui sont peut-être là, n'eût été l'arrivée ou la survenance de cette pandémie, on aurait peut-être pu avoir autre chose. C'est vrai que ça a retardé. Pour rappeler que le rapport du business est sous ce nom Klassou, donc c'est à mettre quand même à son actif, quand bien même les instructions ont été prises, les initiatives ont été prises au niveau de la présidence, mais c'est Selom Klassou qui met ça en œuvre, parce que c'est lui le chef du gouvernement. Et aujourd'hui, il peut quand même se vanter le fait que c'est sous lui que le Togo a été choisi en tant que premier réformateur
en Afrique et je crois 3e au niveau mondial. Ça, c'est un fait et c'est bien pour notre pays. C'est vrai que, parlant de la politique, on ne peut pas s'en départir. Et parlons de la pauvreté, on ne peut pas s'en départir. La pauvreté, elle existe toujours. Et on ne peut pas dire que c'est selon Classo qui va pouvoir peut-être éradiquer toute la pauvreté dans notre pays. Elle existe, elle va continuer d'ailleurs par exister. C'est pourquoi il faudrait se battre pour poser des axes qui vont quand même améliorer les conditions de vie de nos populations. Et sous Classo, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Tout n'a pas été fait, il faut le dire. Il y a également eu certains ratés sous Selon Classo. Il faut le dire il faut également. avoir le courage de le dire. Il n'a pas su prendre un certain nombre de décisions pour pouvoir poser des actes, pour pouvoir améliorer, ces décisions qui vont dans le sens de notre vivre ensemble. Ça, il faut le dire. Mais il y a aussi des choses positives que Selon Classo a eu à faire au cours de son mandat. Ça, c'est de la passation de service. Ça s'est déroulé. Et lorsque vous suivez son discours, lui-même, il est revenu sur ce petit bilan. Il est revenu sur ce petit bilan et il a fait. Il ne peut pas tout faire. Et comme c'est une continuité, Madame le Premier ministre actuel va continuer cette politique. D'ailleurs, elle-même, elle a eu à le dire que c'est dans la continuité que le travail va être fait en suivant les aspirations des populations et en mettant ces actions dans l'écoute des populations. Le nouveau Premier ministre a eu à lui dire, elle va écouter les populations et poser des actes qui vont peut-être aller dans les aspirations des populations. Moi, je pense que c'est ce que les Togolais attendent. On ne demande pas mieux. On ne demande qu'à vivre dans la paix, ça c'est un. On ne demande qu'à vivre, à avoir le minimum pour qu'on puisse, surtout au niveau du côté alimentation, du côté faim, et on demande que les activités économiques puissent se reprendre. Alors, si toutes ces choses peuvent être mises en œuvre par l'actuel Premier ministre, ça dit que ce ne serait que la continuité de ce que Selon Classo avait fait. Je pense que c'est ce que les Togolais demandent. Améliorer les conditions de vie des Togolais, moi je pense que c'est la seule chose. Nous sommes peu, je le dis souvent. On n'est pas un pays qui est grand, on n'a pas beaucoup d'âmes, on n'est que 8 millions de Togolais, 56 600 km². C'est un atout pour nous et nous demandons à ce que le Premier ministre nommé puisse œuvrer, comme ils l'ont dit, le chef de l'État avait dit, pour que les richesses du pays puissent quand même être bénéfiques aux populations, puissent servir aux populations pour qu'on puisse réduire... Pour que ce ne soit pas seulement une minorité. Pour qu'on puisse réduire la pauvreté. Et voilà, Abbas, Tchaboré l'a dit tout à l'heure, il y a eu des hauts et des bas lors du passage de Selon Classo à la tête de la primature. Que peut-on garder de cet homme-là? Il a fait un mandat, 5 ans, c'est un mandat présidentiel. Donc il avait une mission, celle de mettre en exécution le programme de campagne du chef de l'État. Et c'est ce qu'il a fait. Il a présenté d'abord le programme devant l'Assemblée nationale qui a été accepté. Et il avait à faire des réformes au plan économique, au plan social et politiquement également, puisqu'on a vu comment les choses sont passées. Pendant que les gens réclamaient la révision de la Constitution, la réforme de la Constitution, le retour de la Constitution 92, les débats qui ont été menés et finalement on a abouti aux réformes, on a modifié, on a révisé certains articles de la Constitution pour que le Togo ait aujourd'hui ce qu'on appelle la limitation du mandat que les gens voulaient tant. Il y a également le nombre de tours. On fait des élections à 2 tours. Donc c'est à son actif. Vous savez, dans le monde, on ne peut pas être parfait. On ne peut pas être parfait en entier. On peut réaliser certaines choses qui sont bonnes, mais on a envie de faire plus que ça, mais on n'arrive pas. Et très souvent, c'est lié aussi aux moyens dont on dispose. Donc, je pense que le Premier ministre Classo a fait ce qu'il pouvait faire du mandat et que de sa mission aussi également,
et ce qu'il devait mettre en œuvre, il les a mis en œuvre. Et malgré les difficultés qu'il y a, on a pu organiser des élections. Et pour la première fois, depuis plusieurs années, on a pu organiser des élections locales, acter la décentralisation dans ce pays, ce qui n'était pas le cas. Il y a de cela, je pense que c'était depuis 2001 qu'on a vécu avec les délégations spéciales. Aujourd'hui, c'est juste fait. On est en apprentissage avec les nouveaux maires, les nouveaux conseillers, en apprentissage, la première année d'apprentissage de la décentralisation. Et ça se passe bien. On voit que beaucoup de choses ont été faites. Si aujourd'hui des gens trouvent que le Premier ministre n'a pas réussi quelque part, c'est qu'on ne peut pas tout réussir en même temps. On ne finit pas une mission en même temps. Donc ce qu'il pouvait faire, il a fait. Et nous le félicitons par rapport à ça. Lui-même, il a reconnu dans son discours que ce qu'il a fait dans son discours, il a relevé certaines choses qu'il a pu faire et ce qu'il n'a pas pu faire. Comme c'est le même programme que le Premier ministre, la nouvelle, va présenter demain, on nous parlait de demain, mais on ne sait pas si ça peut tenir. On attend. On attend de voir, comme c'est le même programme qui sera exécuté, c'est le programme de campagne de 2020, puisque le nouveau mandat des chefs de l'État a commencé. Donc c'est ce programme-là que le nouveau Premier ministre va aller présenter devant l'Assemblée nationale avec toute son équipe. On espère qu'elle va s'affirmer. Elle, comme on la connaît sur le terrain, elle fera tout pour s'affirmer et mettre un peu, rompre avec certaines pratiques qu'il y avait au sein du gouvernement où, quand des ministres vont pour parler, ou bien le Premier ministre va pour parler, pour faire poser un acte, on dit sur instruction du chef de l'État. Ce qui n'est pas normal. On ne peut pas dire sur l'instruction. Le chef de l'État ne peut pas être là partout. C'est pour cela qu'on nous a confié cette mission. Faites-la et revenez le rendre compte. C'est pas sur son instruction. Donc si les chefs de l'État ne vous donnent pas d'instruction, vous n'allez pas faire, vous n'allez pas travailler. Donc il faudrait qu'on rompe avec cette phrase sur instruction du chef de l'État. Travail. Les gens doivent se mettre au... Il y a certains ministères là même, certains ministres, on ne les connaît pas, les gens ne les connaissent pas. Il y a des gens qui sont... C'est comme eux là, on les a nommés, ils restent le bras quoi. Ils n'initient même pas des projets. Alors, quand on va te dire, est-ce que tu connais la ministre, bien le ministre des Affaires sociales, bien quoi, moi je ne connais pas son nom. Il y a des ministres qui sont sur le terrain, qui travaillent, on les connaissait, ils sont peu. Vous les voyez, ils se battent. Peut-être parce qu'ils ne disposent pas d'assez de moyens. Quels moyens? Chercher les moyens. Un ministère, tu cherches des moyens, tu mets en place des projets et tu envoies les ministères qui travaillent. C'est des projets qu'ils exécutent. En plus de ce que le chef de l'État a mis. Le chef de l'État, dans son programme, a dit on va faire ceci, on va faire cela. Mais on te met là-bas faire le projet pour que ça soit mis en application, le projet soit mis en exécution. S'il n'y a pas de projet, tu restes les bras croisés, que tu n'as pas de moyens. Tu vas trouver les moyens où? Donc il faudrait qu'ils roulent avec ça. Je suis persuadé qu'avec la nouvelle Premier ministre, là, les choses vont aller au mieux, on va au moins utiliser... Surtout qu'elle est une dame qui est proche de la population, on verra bien. Nous allons terminer cette histoire avec l'incident dans la préfecture de Doufelgou. Dites-nous, Tchabouré, que s'est-il réellement passé dans cette préfecture-là? Oui, en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est justement ce que l'autorité a eu à dire, puisque moi je n'étais pas présent sur le terrain, mais l'autorité, je veux parler du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, compte tenu des charges qui lui sont dévolues. Puisque vous avez titré ce qui s'est réellement passé. Donc je crois qu'il était de bonne guerre que juste après ces événements où malheureusement on dénombre un mort, le ministre de la Sécurité puisse faire un point pour nous dire ce qui s'est réellement passé. Justement, c'est dans le cadre de la lutte contre la pandémie, vous savez, il était dit que les rassemblements de plus de 15 personnes ne devaient pas être. Vous comprenez, les gens voudraient organiser leur fête traditionnelle, ce qui avait été d'ailleurs interdit. Certains ont obtempéré, mais il y a d'autres qui ne le voulaient pas. Nous le disions tantôt, c'est ça notre problème. Nous ne voulons pas, justement, nous ne voulons pas nous responsabiliser.
Et c'est ça, lorsqu'on se responsabilise, moi je pense qu'on ne devrait pas en arriver là. Par rapport à cette situation où il y a eu des affrontements entre les forces de l'ordre et les populations, justement parce que ces dernières ne voudraient pas obtempérer, alors que c'est la loi, alors que les forces de l'ordre ne font qu'exécuter la loi. Et lorsque vous êtes devant la loi, vous devez vous soumettre, parce que la loi, elle est impersonnelle, hein, c'est pour tout le monde. Et lorsqu'on vous dit, l'État a pris les dispositions, l'État a mis en place une loi qui dit que les rassemblements de plus de 15 personnes ne doivent plus être. Il faudrait s'y soumettre, il faudrait respecter cette loi. Et lorsque vous ne voulez pas vous respecter, c'est que les sanctions vont survenir. Voilà ce qui est arrivé et c'est comme ça le ministre a expliqué. Il y a certains qui ont accepté quand même de se soumettre, mais il y a d'autres qui ont voulu faire la tête. C'est l'occasion d'appeler les uns et les autres à respecter la loi, même si elle est amère. Même dans ce que nous écrivons comme civisme, on l'a dit, il faut que les populations comprennent que nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un état, et lorsque l'État met en place des lois, je pense qu'il est voté par le législateur, je pense qu'il faut respecter la loi, et c'est fini. Vous ne devez pas vous mettre en conflit avec la loi. C'est ça le problème. Malheureusement, aujourd'hui, vous avez vu ce qui est arrivé, où il y a un homme âgé qui est malheureusement mort, décédé dans cette situation. On pouvait quand même faire économie de tout ça là. Et lorsque on vous dit de ne pas vous rassembler avec plus de 15 personnes, c'est parce qu'on veut votre bien. Ce n'est pas parce qu'on veut vous faire du mal. Il faudrait qu'entre Togolais, nous comprenions que nous n'avons pas besoin d'aller en affrontement. Merci à vous, Tchabouré. Abbas, votre mot de fin? Non, je pense par rapport à ce sujet-là. Ce dernier sujet développé. Les gens sont en train de banaliser leur vie, leur propre vie. Ce n'est pas pour rien que dans cette histoire de pandémie, et c'est un état d'urgence dans lequel nous vivons, on a interdit la célébration des fêtes traditionnelles. Ça s'est passé, on n'a pas pu prendre la pierre sacrée à il n'y a pas eu Evala, il n'y a pas eu les fêtes des Ignam chez vous. Donc pourquoi aujourd'hui les gens veulent défier l'autorité de l'État pour dire que nous allons faire, on va voir? Parce qu'il y a préalablement des travaux ou bien des rencontres entre les chefs traditionnels et les autorités préfectorales par rapport à cette fête de Sintou Django qu'on voulait faire. Donc on a dit, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Il y a d'autres villages qui ont respecté. Pourquoi Koka ne veut pas respecter? C'est de la défiance. Ils vont dire, nous allons faire, qu'est-ce que vous allez nous faire? Voilà ce qu'ils ont. Voilà ce qui est arrivé. Malheureusement, on a déploré un mort. Un mort et puis des blessés et des dégâts matériels. C'est pas normal. C'est que quand on met quelque chose là, si les autres ne fêtent pas cette année-là, est-ce qu'on va dire qu'ils ne vont plus fêter? Il faut se respecter quand même. Il faut être en bonne santé, être vivant avant de pouvoir fêter. Merci à vous, Abbas, d'avoir participé à cette émission Tchabouré. Merci à vous également d'avoir fait le déplacement, chers téléspectateurs. C'est donc fini pour ce premier numéro du mois d'octobre de l'actualité en débat. On se donne rendez-vous mardi prochain à partir de 10h. Au revoir.